Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Bousculer vos oreilles, le podcast des éditions Talent Haut. Je suis Justine Arré, éditrice roman, et aujourd'hui, je vais vous lire le premier chapitre d'Alecto, l'œuf de l'immortel, un roman de Yann Fastier qui sortira en librairie le 19 août. Bonne écoute! Sidonie ouvrit les volets, ferma la fenêtre et frissonna de contentement. L'île Saint-Louis était dans le brouillard. Un brouillard montait tout droit de la Seine et qui tâtonnait aux carreaux, aveugle, gris, glacial, et tout chargé de fumée nauséabonde rabattue vers les rues par le couvercle des nuages. Bref, ce que Paris pouvait produire de mieux en matière de smog londonien. Le temps parfait pour écrire. La jeune femme resserra la ceinture de sa robe de chambre, tisonna un instant les braises dans le godin du salon afin de raviver la flamme, et trottina vers la cuisine. C'était une personne de 17 ans, blonde et dodue, dont le visage large et parfaitement rond s'illuminait de gaieté à tout propos. Deux yeux pervenches y mettaient une note de douceur et de naïveté, tandis qu'un petit nez droit, planté là comme au milieu d'un cadran solaire, indiquait à toute heure un caractère bien affirmé. Elle avait ce qu'il est convenu d'appeler une bonne tête. Mais une tête pour l'heure encore bien ébouriffée. Il était tôt, le jour à peine levé. C'était le moment préféré de Sidonie, celui où, après une bonne nuit de sommeil au chaud sous l'édredon, et l'esprit encore tout embrumé de rêves, elle se remettait au travail. La grosse machine à écrire était en place, sur la table, au milieu d'un fatras de livres ouverts et de feuillets griffonnés. Mais elle n'avait pas besoin d'aller les consulter pour se rappeler où elle en était restée la veille. C'était le moment le plus palpitant de sa nouvelle histoire, celui où son héros, le valeureux Texas Jim, en réalité un jeune lord anglais contraint de s'exiler dans le lointain Far West suite aux manœuvres abominables d'un créancier de son père qui, non seulement l'avait spoilé de son héritage, mais aussi privé de sa fiancée, la belle et douce Éléonore, forcée d'épouser le vieux Grigou pour ne pas voir sa pauvre mère, malade et alitée, réduite à l'hôpital des pauvres. Celui, donc, où Texas Jim, ayant décrypté le message du sorcier indien, s'apprêtait à pénétrer dans la grotte à l'intérieur de laquelle venait de disparaître Ténébra, la reine des vampires, furieuse d'avoir vu repousser ses avances, et dont on apprendra plus tard qu'elle était en réalité elle aussi victime de la malédiction de l'orchidée. D'avance, la jeune fille se frottait les mains à l'idée du sort qu'elle réservait au malheureux cow-boy. Le lac d'acide, la barque des morts et l'homme rat qui, soudain gagné par la pitié, mais d'abord, un bon chocolat. Fidèle à un rituel immuable, Sidonie débarrassa la table de la cuisine. Y disposa son bol, le grand, celui avec son nom écrit dessus, sa cuillère, sa serviette sagement roulée dans son rang, et entreprit de couper ses tartines. Là, elle hésita. Elle en était au milieu de la miche, là où elle est la plus large. Peut-être devrait-elle n'en couper que 3. Elle n'en coupa pas moins la 4e. Après tout, quand elle en était au petit bout, elle n'en mangeait pas plus de 4. Et il y avait 2 petits bouts pour un seul gros milieu. Elle ouvrit le garde-manger sous l'évier, y fourragea un instant et... Zut! Plus de beurre! Comment avait-elle pu l'oublier? Elle l'avait fini hier avec le thé, se promettant d'en racheter avant la fermeture de la crèmerie. Aux prises avec Texas Jim et Ténébra, elle ne se l'était pas rappelé. Zut, zut, zut et rezut! Rien à faire, elle ne pouvait tout de même pas commencer sa journée sans beurre salé. Quel contretemps, tous ses beaux projets tombaient à l'eau. Mais elle n'était pas femme à se laisser abattre. Déjà, elle passait un manteau par-dessus sa chemise de nuit et chaussait ses bottines. Elle resterait en cheveux, mais tant pis, elle n'allait pas loin. La ferme normande n'était qu'à 2 portes de là. La crèmerie de Madame Junon était l'un des endroits préférés de Sidonie. Une blanche et lumineuse caverne d'Ali Baba, où s'amoncelaient des délices bien autrement précieuses que l'or et les bijoux. En fait de joyaux, tomes et quarts de bris tenaient tout aussi bien leur rang. Et Sidonie aurait troqué sans hésiter quelques rivières de perles contre un bleu d'Auvergne savamment affiné. C'était une fascination.
Si ses maigres moyens ne le lui avaient interdit, elle eût dévalisé la boutique à chacune de ses visites. Madame Junot en riait, qui la connaissait depuis toute petite et n'ignorait rien de son péché mignon. « Mamselle Sidonie, faut-il que la fringale vous a tiré du lit pour venir nous voir de si grand matin ?» s'exclama la bonne dame en la voyant débarquer à peine vêtue. Elle était native de Bagnolet, mais cultivait avec soin un style champêtre à visée commerciale. « Le beurre, Madame Junot, le beurre! Imaginez-vous que je n'ai plus de beurre. »« Jésus, Marie-Joseph, c'est idiot possible. Léonie !» fit-elle à l'adresse d'une harpette aux yeux gonflés de sommeil. « Mets-y donc une demi-livre de beurre à Mlle Sidonie. »« Mais non, malheureuse, du salé, du breton. »« Vous voulez-il un petit brebis pour votre midi, Mlle Sidonie ? Ils viennent d'arriver. Ils sont tout crème. »« Du brebis ? Tout droit de la Corrèze, tâtez voir. » Tout crème, c'est tentant. Écoutez, mettez-moi en deux, Madame Junot, ça m'évitera de revenir. Ah, pour ça, j'ai bien confiance, mon mignon, vous reviendrez nous voir. Sidonie tira une pièce d'un franc de son porte-monnaie, paya, et s'apprêtait à rentrer chez elle quand elle se ravisa soudain. Oh, après tout, puisque je suis dehors, autant aller chercher les journaux. Ça me fera de la lecture au déjeuner. Le kiosque était au coin de la rue, perdu dans le brouillard. Sidonie, frissonnante, pressa le pas. « Ah tiens, Mamselle Sidonie, vous tombez rudement bien. Regardez un peu ce qu'il y avait dans le ballot de ce matin. Je m'apprêtais à vous le mettre de côté. »« La nouvelle livraison de Zigomar ? Mais je croyais qu'elle ne sortait pas avant la semaine prochaine. »« Eh ben voyez, et c'est pas tout. J'ai aussi le dernier Milord Larsouille. Et puis, la vie d'aventure, of course, comme disent messieurs les Angliches. » Monsieur Jean, le kiosquier, souriait sous son épaisse moustache grise. Lui aussi l'avait connu quand il lui fallait encore se dresser sur la pointe des pieds pour payer ses journaux d'un gros sou patiemment économisé. Des journaux auxquels elle était restée fidèle au fil des ans. Mademoiselle Sidonie ne lisait ni le Figaro, ni le Matin, encore moins Femina ou le Petit Écho de la mode, mais se passionnait pour les aventures de Nick Carter, du Sahar d'Hubnotal ou de Miss Boston, dont les exploits sensationnels s'étalaient en couleurs violentes sur le mauvais papier d'innombrables fascicules. Lecture de garçons manqués, s'offusqueront les bonnes âmes. Littérature de caniveau, renchériront les esthètes. Sidonie n'en avait cure. Non plus que son grand-père, qui, en excentrique consommé et jusqu'à son récent décès, n'avait jamais vu d'un mauvais œil sa petite fille dévier des clous bien alignés de la bienséance bourgeoise. « Oh, au fait, Mamselle Sidonie, faut que je vous dise, de la part de ma femme, elle a adoré votre dernier, là. Comment c'était-il déjà ? Fleurs et poisons ? Oui, c'est ça. Ah, ça, pour pleurer. Elle a bien pleuré, la bonne femme. Une vraie Madeleine. Vous la remercierez pour moi, monsieur Jean, répondit Sidonie, pas bien sûre de se sentir flattée. Les romans à l'eau de rose auxquels la cantonnait son éditeur l'ennuyaient à mourir. Mais Texas Jim allait venir mettre bon ordre à cela. Elle avait hâte de le retrouver d'ailleurs, celui-là. Elle comptait sa monnaie quand le kiosquier s'exclama. « Tiens, vous avez vu le beau crime dans le petit journal de ce matin ? C'est du nanan pour vos histoires, ça. Écoutez-moi ça. Le corbeau de la mort. Un type, en banlieue, un Ruskov apparemment, refroidi par un corbeau, figurez-vous. Et voilà-t-il pas que la bestiole lui a bouffé les yeux avant de s'envoler ? Mazette, voilà un piaf qui fait pas dans le détail au moins. » Pour que Sidonie s'intéressât aux faits divers, il eût au moins fallu qu'un poulpe géant, cornaqué par un savant démoniaque et mégalomane, s'invitât à l'Assemblée nationale. Mais elle n'eut pas le cœur de décevoir le brave homme, et ajouta le petit journal à ses emplettes. La porte de l'immeuble était restée entr'ouverte. Elle n'eut pas besoin de sonner la concierge. Elle grimpa en soufflant les 3 étages, et prenait pied sur le palier, quand soudain son cœur fit un bond dans sa poitrine. Tapie dans le demi-jour blême, une lourde silhouette obstruait la porte. « Mais quand même, il fait 1 heure que moi je l'attends. Sidonie, toi c'est ?» Ses yeux s'habituant à la pénombre, Sidonie distingua enfin celle qui l'interpellait ainsi d'une voix irritée. C'était une jeune femme en épais manteau de voyage, assise sur une énorme malle.
Son visage faisait une tache blanche sous une grosse toque d'astrakhan, d'où elle fusillait Sidonie du regard. « Alors, tu réponds, toi? Toi, c'est Sidonie ?»« Oui, mais qui êtes-vous et comment... »« Moi, je suis Sacha Alexandrovna Vlasenko, » coupa-t-elle avec le même accent chantant qui l'identifiait immédiatement comme russe, ou du moins slave. « Mais toi, tu peux l'appeler moi Sacha, parce que moi, je suis la nouvelle tutrice de toi. »« Pardon ? » ?»« Tu entends toi très bien. La nouvelle tutrice, moi. »« Mais je n'ai pas besoin de tutrice. » La nouvelle venue la toisa et, prudente, lâcha. « Tu bien... comment tu dis... petite fille de professeur Chambard de Saint-Cloud ?»« Chambard Saint-Cloud, oui, mais... Alors voilà, tu pipis de moi. C'est bien ce que je le dis. Moi, j'ai la lettre, » triompha la jeune Russe en lui agitant une enveloppe sous le nez. La lettre ? Quelle lettre ? La lettre du Diedouchka, du grand-père, qu'il écrire pour moi. Sidonie ouvrit l'enveloppe, mais l'obscurité du palier ne lui permettait pas de lire. « Écoutez, voulez-vous entrer ? » ?»« Da, moi je le veux bien. Mais toi, tu dois m'aider avec la grosse boîte, très lourde. Moi, je ne peux pas porter tout seul. » Abasourdie, Sidonie ne se demanda même pas comment elle avait pu la porter jusque-là. Elle était très lourde en effet, tellement que les deux jeunes femmes durent la faire glisser au risque de rayer le parquet bien ciré du vestibule. Sidonie reprit les lettres. C'était bien l'écriture fine et nerveuse de son grand-père. Elle l'aurait reconnue entre mille. La lettre était datée de plusieurs mois. C'était probablement la dernière qu'il avait écrite, et à cet inconnu. Paris, le 6 novembre 1903. Chère comtesse, peut-être mon nom ne vous dira-t-il rien, peut-être ne vous souviendriez-vous pas de moi. La dernière fois que je vous ai vu, vous aviez 5 ans, je crois, et je devais déjà vous sembler un homme terriblement vieux. Je le suis aujourd'hui, et ne tarderai pas à mourir. Je ne laisserai pas grand-chose sur cette terre, sinon une petite fille à laquelle je tiens plus qu'à ma vie même. Sidonie aura bientôt 17 ans. Vous devez en avoir bientôt 21, si je ne me trompe. C'est pourquoi je viens vous demander de bien vouloir prendre soin d'elle, au moins jusqu'à sa majorité, et, dans ce but, de vous constituer sa tutrice pour les 4 années à venir. Ma démarche vous paraîtra peut-être étrange, voire déplacée. Mais le peu que j'ai pu apercevoir de votre personnalité lors de mon séjour chez votre père, le comte Alexandre Vassilovitch Vlasenko, me persuade que vous serez la plus apte à cette mission. Je ne me trompe que rarement sur les gens, et ne vous supplierai donc pas d'accepter. Je sais que je puis me reposer entièrement sur vous pour assurer à ma petite fille la tranquillité morale et matérielle que l'âge et la maladie ne m'auront pas permis de lui offrir. Dans ce but, vous voudrez bien vous mettre en relation avec mon notaire qui est prévenu, afin de régulariser cette situation et vous permettre d'accéder à l'ensemble de mes biens et avoirs, sur lesquels sera bien entendu prélevé chaque mois une certaine somme destinée à couvrir vos frais. Suivez diverses considérations pratiques et légales dont le détail dépassait Sidonie. Ses mains tremblaient tellement qu'elle en laissa tomber la lettre de son grand-père. Celui-ci l'avait donc abandonnée entre les mains d'une parfaite inconnue, d'une aventurière, d'une soi-disant comtesse russe, d'une... Une lueur se fit soudain dans son esprit, lui laissant entrevoir le salut. « Mais, si je comprends bien, risqua-t-elle, vous n'êtes pas française. Dans ces conditions, comment pouvez-vous prétendre... » L'inconnu éclata d'un rire perlé. « Mais moi, je suis plus la française que toi, garantie sur la fracture. » Française ? Moi, née dans les trains bleus. Je suis en route pour Monte-Carlo. Si bien, je suis la française, maman à moi partie dilapider fortune paternelle à Casino, rattrapée par Kazakh. Tu знаешь Kazakh ? Grand guerrier là. Cosaque ? Da, Kazakh. Kazakh rattrape maman moi. Nous, maman moi très belle. Tcherkess. Tu знаешь ? Enfouir avec Kazakh et laisser bébé moi. Votre mère vous a abandonné pour partir avec le policier qui l'a ramené à votre père ?
La jeune Cosaque éclata à nouveau de rire, comme si c'était la chose la plus drôle du monde. Da, exactement ça. Et puis, elle va dans la Russie avec père, moi. Très bien, meilleur professeur. Si bien que parfaitement la français je parle. Sidonie la considéra de plus près, lui laissant examiner le petit appartement avec la curiosité placide de la future propriétaire. Grande, élancée, elle était vraiment très belle. Elle avait ouvert son manteau et posé sa toque, libérant une masse de cheveux noirs et soyeux, réunis en un chignon lâche au bas d'une très longue nuque. Au centre de l'ovale parfait du visage, ses yeux, noirs également, et légèrement bridés, luisaient tels des perles d'onyx de part et d'autre d'un nez d'une perfection toute japonaise. Ses lèvres pleines, à la lippe un peu boudeuse, semblaient contenir un sourire involontaire. Un sourire qui s'épanouit quand elle s'aperçut qu'on l'observait. « Bon, cher ami, dis-moi, c'est où je dors ?» Son grand-père ayant décidément tout prévu, Sidonie, résignée, ouvrit la porte de sa chambre à Sacha. Rien n'avait changé depuis la mort du vieil homme. Il y avait 4 mois de cela. La jeune femme entra et, promenant un regard critique sur le papier peint passé et le tapis usé, décréta que ça irait pour le moment. Elle s'épanouit cependant à la vue de la panoplie qui faisait face au lit et, sans façon, s'empara de l'un des 2 grands sabres cosaques. « Oh oh, ça c'est la chachka. Moi je parie c'est mon père qui donne ton diedouchka. » Elle se livra d'heure-chef à une série d'impressionnants et dangereux moulinets, à l'effroi de Sidonie qui, désemparée, recula jusqu'à la porte. Elle avait envie de pleurer. Comment son grand-père avait-il pu lui faire ça? Et pourquoi ne pas lui en avoir parlé, lui qui lui disait tout? En même temps, c'était assez dans la manière du vieil excentrique. Lui imposer une tutrice, une espèce de sauvage qu'il n'avait brièvement connue qu'à l'âge de 5 ans, c'était tout lui. Comme il avait dû jubiler en machinant son affaire. La jeune femme voyait tout son petit univers, si patiemment construit, s'écrouler d'un seul coup. Certes, elle avait trop aimé son grand-père pour aller contre ses volontés, mais elle aurait voulu que tout cela ne soit qu'un mauvais rêve dont elle allait se réveiller. Malheureusement, elle ne rêvait pas, et la comtesse ayant remisé le sabre, revenait au salon. Sidonie, tristement, considéra le petit paquet de beurre sur la table, ses fromages, ses journaux. Vous voulez un chocolat ? Fin du premier chapitre d'Alecto, l'œuf de l'immortel, le prochain roman de Yann Fastier. J'espère que la lecture de ce premier chapitre vous a donné envie de découvrir la suite. Si c'est le cas, je vous rappelle que le livre sera en librairie à partir du 19 août. D'ici là, je souhaite à tous et à toutes de bonnes lectures et vous dis à très bientôt. Au revoir.